Tendons vers une décrispation du climat politique avant les élections de 2023. Impossible d'aller vers les affirmations. En revanche, le leadership de la CENI a convoqué une rencontre spéciale avec les leaders de l'opposition ce vendredi pour aplanir les divergences. Et puis Godin Poy va continuer à présider l'Assemblée provinciale de Kinshasa alors qu'une motion pesait contre lui. La session s'est clôturée ce jeudi. Le traitement de cette motion va requérir une session extraordinaire et le retour du numéro 1 de cette Assemblée délibérante alors qu'il se trouve à l'étranger. Et puis la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso est à la base de la hausse des prix des moutons en Côte d'Ivoire, ce qui a mis à mal la fête musulmane des Tabaski dans le pays de Fête-Boigny. Voilà, c'était les titres, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour ce retard. Aujourd'hui, spécialement, nous allons commencer ce journal à 20h au lieu de 19h30 comme d'habitude. Je vous signale aussi que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un invité, Monsieur Emmanuel Ngonga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, M. Fisson. Monsieur Emmanuel Ngonga, vous êtes coordonnateur national de SOS Jeunesse en danger, mouvement citoyen de la promotion, l'éveil des consciences et le bien-être de la jeunesse. Votre mouvement met l'accent justement sur la formation et le recyclage de l'homme congolais. Vous êtes aussi chercheur. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler de l'indépendance de la RDC. Mais avant tout, nous commençons avec l'actualité. Le gouvernement de la RDC s'est réuni ce mercredi autour du Premier ministre Samalou Kondé sous forme d'un conseil des ministres restreint pour statuer sur l'adoption du projet de l'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Il s'agit là d'une instruction du président de la République après que la loi sur l'habilitation soit promulguée suite aux vacances parlementaires. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui a fait la restitution de la réunion, ce projet sera transmis au chef de l'État pour son entrée en vigueur au plus tard le 30 juin prochain. Conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Premier ministre, après concertation avec le chef de l'État, a réuni le membre du gouvernement dans une réunion de conseil de ministres restreint pour statuer sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre d'État, ministre du Développement rural, qui assure l'intérim de la ministre d'État, ministre de la Justice, empêché, qui a présenté le texte qui a été unanimement approuvé par le membre du gouvernement présent. Après cette adoption, le texte sera envoyé au président de la République pour promulgation et entrer en vigueur au plus tard le 30 juin 2023. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis plus de 2 ans déjà. Le chef de l'État compte organiser une table ronde après plusieurs missions mixtes gouvernement-parlement pour son évaluation afin de réfléchir sur le maintien, la requalification ou la levée pure et simple de cet état de siège. Les travaux préparatoires de ces assises viennent de finir ce jeudi 22 juin à Kinshasa. Et puis cette information, les leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Matata Pogno, Délice Sanga, Adolphe Mozito, sont invités ce vendredi 30 juin au fleuve Congo Hotel par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, conformément à l'annonce faite lors de la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin dernier. Cette invitation fait suite à l'opposition d'une frange de quelques acteurs politiques et de la société civile à la manière dont la CENI mène le processus électoral en cours, dont aussi la question de la formation du fichier électoral. On va rester en politique. Martin Fayulu paye déjà le frais de sa décision de se retirer provisoirement du processus électoral en refusant de poser les candidatures à tous les niveaux, n'approuvant pas cette décision qui, selon lui, désoriente les Congolais malgré sa lettre de demande à son président de revenir sur sa décision. Le député national Ados Ndombassi quitte de la barque SID porté par le président Martin Fayulu. Il a dit ce jeudi devant la presse et ses sympathisants. Suivez. C'est au sein des institutions
que se façonne le devenir de notre pays et se décide le destin de nos compatriotes. Pour tous ces motifs, j'ai pris cette grave décision. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, mais elle est mûrement réfléchie. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, tout protocole respecté, à l'aune de la posture tranchée du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Du président élu Martin Fayulu de se retirer provisoirement du processus, posture que je respecte, mais dont je diverge, et après mûre réflexion, grande est mon affliction de vous annoncer mon départ du parti SID. Cette décision vise l'unique but de poursuivre mon combat politique que je mène pour l'intérêt général du peuple congolais. Soyez rassurés que ma vision de défendre les intérêts de mes compatriotes, quoi qu'il en coûte, reste intacte. Et elle n'est pas circonscrite dans les milices d'une formation politique. Elle demeure universelle et intemporelle. Dans un tout autre chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, présidera en date du vendredi 30 juin 2023 la journée nationale d'action des grâces au stade des martyrs de Kinshasa. Pour ce faire, le comité organisateur du dit événement a tenu un point de presse ce vendredi 28 juin, toujours au stade des martyrs, afin de sensibiliser la population au sujet de cette journée de prière et d'action des grâces. J.C. Mavouba était là. Comité organisateur de la journée nationale d'action de grâce qui sera présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce vendredi 30 juin 2023 s'est retrouvé face à une vingtaine de caméras au stade de Martyrs, lieu du dit événement, pour un point de presse. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présidera en personne ces rassemblements de prière, toutes les confessions confondues, comme lors de l'année 2019 alors que commençait son mandat à la tête du pays. Le chef de l'État avait posé un geste que personne avant lui n'a réalisé. Devant plus d'une centaine de milliers de ses compatriotes dans un stade de martyrs rempli comme un œuf, il confiait la nation à la bienveillance du Seigneur. 5 ans après, alors que s'achève son mandat dans quelques mois, il réunit ce vendredi 30 juin les Congolais engagés dans des confessions religieuses et des simples citoyens animés de bonne foi. Le deux responsables de la coordination pour le changement de mentalité, les pasteurs Jacques Kangoudia et Jacques Tshilombo, ont insisté sur le fait que ces rassemblements n'ont pas de couleur politique. Il s'agit de prier pour la paix dans notre pays. Rendre grâce à Dieu avec tous ces hommes de Dieu, non seulement les hommes de Dieu, mais tous ceux qui ont le cœur pour ce pays. C'est pourquoi, d'entrée déjà, nous lançons une invitation à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, même aux étrangers qui ont choisi ce pays comme leur deuxième patrie, et qui sont en train de connaître le bonheur par les richesses de ce pays, de venir s'associer à nous, s'associer au chef de l'État, pour que nous puissions dire ensemble merci à Dieu pour ses hauts faits pour notre pays. Nous attendons de vous comme organe de presse faire un bon relais du message, cet appel à la fois patriotique et d'appartenance à nous, ça devient un devoir chrétien, un devoir de croyant, de prier pour sa nation. Donc si nous sommes là, c'est pour que par vous, vous sensibilisez aussi d'autres personnes qui vous suivent selon les canaux où vous émettez. Soyez le porte-parole de la volonté de Dieu
pour ce 30 juin 2023. Signalons que les portes du stade des Martyrs seront ouvertes déjà à partir de 6 heures. Les bus seront à la disposition de tous les Quinois, peu importe les communes, pour que tous participent à ces grands événements. Aux côtés de Jacques Kangoudia et Jacques Tulombo, d'autres pasteurs sont intervenus dans les différentes langues nationales pour la sensibilisation de cette noble cause pour ces pays bénis et choisis par Dieu. Était aussi présent le conseiller spécial du chef de l'État en matière de culte, Théodore Tulombo, ainsi que la vice-ministre de Transport. Oui, parlant de la date du 30 juin, c'est toute une transition pour échanger avec notre invité. Je l'ai présenté au début de ce journal. Je me fais quand même le plaisir de le représenter. Monsieur Emmanuel Ngonga, vous êtes coordonnateur national de SOS Jeunesse en danger, mouvement citoyen pour la promotion, l'éveil de conscience et le bien-être de la jeunesse qui met l'accent sur la formation et le recyclage de l'homme congolais. Demain déjà, c'est le 30 juin 2023, le 30 juin 1960, le 30 juin 2023, soit 63 ans déjà. Prenez-vous, est-ce que déjà passé, pensez-vous que ce pourquoi nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance est atteint, particulièrement en RDC? Merci beaucoup pour la question, M. Fiston Oliko. Et je vous remercie de m'avoir invité dans ce grand plateau du journal de votre chaîne. Je pense que, quand vous venez de me présenter, SOS Jeunesse en danger est une structure civique ou un mouvement civique qui milite pour la réformation de l'homme et le recyclage en fait de l'homme congolais. Pourquoi nous disons que en fait le pays n'a pas de problème, mais c'est l'homme congolais qui est le problème majeur pour le développement de notre pays. Et ce frein, c'est dans tous les secteurs, comme je peux le dire, en politique, en économie, culturellement ou religieusement, comme je peux dire. Répondant sur votre question, je pense que nous avons reculé. Nous avons reculé et nous croyons, je crois à mon humble avis, que les âmes de nos précurseurs, ceux qui se sont battus pour qu'aujourd'hui nous ayons l'indépendance, là où ils ne sont pas en paix, ils sont dérangés. Parce que, M. Fiston, je vais vous dire que les combats de nos pères pour l'indépendance est l'indépendance. Est-ce que tous nous pouvons se poser la question aujourd'hui et se regarder en face et dire que nous sommes indépendants? Nous disons, moi je dirais non, nous ne sommes pas indépendants parce que nous vivons la dépendance. Et cette dépendance, c'est dans tous les secteurs. Nous importons même la politique, nous importons à manger. Nous importons la politique. Je vous dis, cette politique que nous faisons, c'est une politique importée d'ailleurs, qui ne ressemble pas avec normes, qui ne ressemble pas avec nos us et coutumes. Ça dit qu'aujourd'hui, moi je peux dire que 63 ans après, nous sommes en train de régresser progressivement. Je prends l'exemple, quand ce pays a accédé à l'indépendance, vous allez voir que nous avions eu les mêmes traits de vie, peut-être avec d'autres pays occidentaux. Mais qu'est-ce qui explique justement cette régression du niveau social? Parce que vous avez dit, on était au pied d'égalité avec beaucoup de pays, mais aujourd'hui nous sommes parmi les pays les plus pauvres. C'est parce que nous n'avions pas pu capitaliser la lutte. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu capitaliser cette lutte. Parce que je dis, vous voyez, à cette époque-là, Lumumba, je peux citer Lumumba, qui était un leader qui avait une vision de loin. Parce que lorsque on réclamait l'indépendance, mais lui disait, ou réclamait l'indépendance totale. C'est-à-dire que nous devions être économiquement libres, culturellement libres, religieusement libres, et c'est ça l'indépendance totale. Mais aujourd'hui, nous avons l'indépendance, je peux dire que nous avons l'indépendance partielle. Parce que, comme je venais de le dire, nous dépendons d'ailleurs. Les injonctions deviennent d'ailleurs. Et sur le plan social, je crois que le problème, c'est à nous-mêmes Congolais. À nous-mêmes Congolais, c'est pourquoi nous, SOS, nous disons, c'est l'homme congolais qui est au centre du problème. Parce que lorsque vous voyez aujourd'hui, regardez ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grave et c'est gravissime. Lorsque nous avons des leaders
qui n'ont pas de politique pour leur nation. Peut-être je ne peux pas parler simplement du Congo, mais en Afrique, partout ailleurs. Justement, on va parler de l'Afrique. Vous avez justement dépeint un tableau un peu sombre de la situation depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler de l'indépendance en Afrique? Et est-ce que les Africains bénéficient-ils vraiment de ces indépendances? Parce que c'était une vague qui a eu lieu fin des années 50 et début 60. Sur toute l'étendue du continent africain, on a vu les indépendances. Est-ce que ces indépendances-là ont-elles profité aux Africains? Je peux encore dire que nos indépendances, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas profité aux pays africains. Parce que, je peux dire, c'est simplement quelques pays qui ont profité de cette indépendance. Je peux dire, par exemple, l'Afrique du Sud, quand même, qui connaît une évolution progressive. Mais lorsque vous regardez les pays de l'Afrique australe, les pays de l'Afrique centrale... Et le modèle sud-africain était un peu modéré que le modèle de l'indépendance d'autres pays. Hein. Malgré tout, mais ils ont pu capitaliser les acquis de l'indépendance. Mais nous, au contraire, nous avons détruit. Nous avons détruit même le peu que les Belges ont laissé pour nous. Regardez les routes, regardez l'agriculture, regardons même l'éducation que nous avons détruite. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que le niveau d'éducation c'est laissé par le Belge, c'est que le Belge ont laissé, avec ce que nous aujourd'hui nous faisons, il n'y a pas match comme les gens le disent. Et nous détruisons. Mais le problème profond, c'est à nous, l'homme congolais, comme je venais de le dire. Parce que tous ces leaders-là ont lutté pour l'indépendance, ils ont eu l'indépendance, mais ils nous ont légué cette indépendance. Et à nous, les futures générations, qu'est-ce que nous avions fait pour ces indépendances-là? Et pour moi, je peux dire que le vrai problème aujourd'hui serait de la réformation de l'homme congolais, serait de la réformation de notre politique, et nous devons plus se contenter de prendre en fait une dimension sociologique, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est l'homme qui est le problème et le frein pour le développement de notre continent. Et on va parler aussi des progrès en termes de démocratie. Comment vous voyez-vous cette situation de la démocratie en Afrique? Quelle est vraiment votre lecture par rapport à ça? Parce qu'après les vagues de l'indépendance, il y a eu les vagues de la démocratisation. Mais on va faire un peu un retour sur ce plan-là. Depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, comment voyez-vous l'indépendance en termes, l'évolution des choses en termes de la démocratie en Afrique? C'est comme je venais de le dire, la démocratie n'est pas à nous. La démocratie a été importée d'ailleurs. Alors, le problème, c'est sur comment nous interprétons cette démocratie. Alors, nous faisons semblant. Quand je dis nous faisons semblant, il y a certains leaders politiques africains qui conçoivent mal la démocratie. Parce que je peux prendre un exemple, parce que nous sommes au Congo, je suis congolais. Je peux dire aujourd'hui, je prends un exemple sur le multipartisme. Regardez comment nous utilisons la démocratie sur ce point-là. Nous avons tous vu la liste des partis politiques transmis par le ministère de l'Intérieur. Vous verrez que nous sommes au niveau, on a atteint le niveau de 910 partis politiques ou plus. Mais lorsque vous regardez dans ce parti politique, il n'y a pas d'idéologie. Je vis un parti politique, dernièrement, quand vous passez sur scène, de Vision de l'Aigle. Est-ce que je n'ai pas injurié? Mais je dis, dans ce parti politique-là, vous trouvez qu'il y a telle une formation politique où on peut former le jeune, où on peut former les gens. On ne va pas aller dans des attaques un peu je prends un exemple. Je prends un exemple. D'ailleurs, ce n'est pas la Vision de l'Aigle, comme je viens de le dire. Mais il y a des partis politiques comme cela. Nous devons le dire, parce que nous devons déplorer cela. Nous déplorons cela. Mais si vous interrogez ces partis-là, ils vont vous dire que nous sommes social-démocrates, nous sommes libéralistes, nous sommes... Quand même, il y a des idéologies. Là aussi, il y a un problème. Mais vous n'avez jamais vu les social-démocrates se ressembler tout autour d'une idéologie.
Vous verrez un social-démocrate qui est à gauche et l'autre à droite, pour dire qu'il y a des social-démocrates qui sont à l'opposition et qui sont à la majorité. Nous avions vu ici, je cite l'IDPS et le PPRD, ils sont tous social-démocrates, mais ils n'ont jamais été ensemble. Il y a l'un qui sont à l'opposition et il y a l'autre qui est à la majorité. On ne comprend rien. Aujourd'hui, le problème de multipartisme dans notre pays, moi je pense que... Nous sommes à 910. Hein. Nous devons interpeller la conscience collective pour que nous puissions trouver de remèdes par rapport à cela. Je pourrais vous dire que le multipartisme en soi n'est pas mal parce que le multipartisme n'est que l'expression de plusieurs opinions dans une démocratie. Qui est différent du monopartisme, qui ne donne pas l'expression aux citoyens. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire une question que moi je me pose, que je me suis toujours posée, est-ce que nos partis politiques concourent-elles à l'éducation ou à la conscience collective de la masse populaire? On va finir cet entretien. Une dernière question. L'indépendance, la démocratie, c'est aussi le 4e cycle électoral qui pointe déjà à l'horizon. Et comment voyez-vous déjà la situation politique générale actuellement dans le pays? Avec toute honnêteté, nous, en tant que jeunes, leaders d'opinion, nous disons que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous ne pouvons pas s'en passer. Il faut se m'atteler là-dessus, parce que les élections n'apportent pas le développement, comme nous le disons à SOS Jeunesse en danger, parce que ce n'est pas le premier cycle électoral. On a eu des cycles électoraux. Nous avions voté en 2006, en 2011, en 2018. Mais est-ce que nous avons eu des avancées significatives en termes de développement? Moi, je dirais non. Mais les élections nous permettent en fait d'avoir des nouveaux dirigeants avec une nouvelle vision des choses et un nouveau leadership pour le développement du pays. Alors, mais ce processus-là doit être apaisé, doit être transparent et doit être équitable. Équitable, c'est-à-dire que ça va nous apporter la paix. Est-ce que ça l'est? Mais lorsque nous voyons l'atmosphère politique aujourd'hui, moi je pense qu'il y a besoin que les Congolais se regardent en face et que se ressemblent tout autour d'une table pour vider des questions liées aux élections de 2020. Partisan du dialogue? Je peux dire que le dialogue n'est pas en fait mauvais, je suis partisan du dialogue, parce que le dialogue en tant qu'Africain, lorsqu'il y a un problème, on s'est réunis pour voir comment résoudre ce problème. Alors pour nous, SOS, nous disons qu'il est temps, parce que nous ne voulons pas qu'après ces élections, que le pays brille. Que le pays se brille, parce que nous avons intérêt à sauvegarder les acquis de cette démocratie et la paix, parce que c'est la paix qui est primordiale. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Ngonga. Vous avez dit la paix, c'est primordial. Nous devons préserver cette paix-là. Et je rappelle que vous êtes coordonnateur national de SOS Jeunesse en danger, mouvement citoyen pour la promotion, l'éveil des consciences et le bien-être de la jeunesse, qui met l'accent sur la formation et le recyclage de l'homme congolais. Merci d'être passé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, on va poursuivre avec l'actualité. Pas de compromis autour du sort de Godempoï après une motion de défiance initiée contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce jeudi 29 juin lors de la clôture de la session parlementaire du mois de mars. Le bureau se dit incompétent à l'absence du président de convoquer une plénière extraordinaire selon l'article 31 du règlement d'ordre intérieur. Reportage Enakisei. C'est vers midi que les portes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été ouvertes, une plénière marquant ainsi la clôture de la session parlementaire du mois de mars 2023, avec pour ordre du jour, notamment, l'adoption d'une plénière extraordinaire pour le traitement de la motion de défiance initiée contre le président de cette institution, Godempoï, par 5 députés provinciaux. L'honorable Chibalabala Mukunaï Francis, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, meneur de cette messe, a d'abord commencé à la lecture du compte-rendu de la dernière plénière qui a été lu par le rapporteur adjoint. Lors de la lecture du PV sanctionnant ainsi la clôture de cette session, le vice-président a tout d'abord rappelé quelques réalisations de l'Assemblée provinciale au cours de cette session avec l'adoption des 2 lois. Il s'agit des initiatives des honorables Malungé et Kukula
portant respectivement sur le taux des impôts provinciaux et locaux, d'une part, et sur des mesures de prévention contre la tracasserie routière dans la ville de Kinshasa, d'autre part. Aussi, les rapports de l'examen approfondi de la commission PAIC a été adopté relativement à la proposition des dits portant protection des emprises de route et espaces publics dans la ville de Kinshasa. Par ailleurs, ainsi dans la fièvre de jeu de la francophonie, ces derniers ont appelé à la conscience de tout un chacun sur le maintien en ordre et la sécurisation de la capitale congolaise. Honorables députés, chers collègues, la présente session ordinaire se clôture au moment où la capitale de notre pays se prépare à accueillir un grand événement sportif, à savoir les 9e Jeux de la francophonie. Cela étant, nous recommandons au gouvernement provincial de ne ménager aucun effort pour la réussite de ces grands événements de portée planétaire et dont l'importance n'est plus à démontrer pour la jeunesse du monde francophone. Sur la question liée à la pétition contre le président de cette institution, Godem Poyi, le bureau s'est déclaré incompétent de faire appel à une session extraordinaire du fait que l'article 31 du règlement intérieur qui régit l'Assemblée provinciale de Kinshasa stipule seul le président peut convoquer la session extraordinaire. Par conséquent, le président Godem Poyi étant en mission de service à l'étranger, Francis Chibalabala a appelé ses confrères au respect des prescrits en attendant le retour de Godem Poyi pour la fixation du jour de la session extraordinaire. Autre chose à présent, clôture ce jeudi 29 juin des épreuves ordinaires des examens d'État édition 2023 qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national. La rédaction de Géopolis s'est rendue dans quelques écoles de la capitale afin de faire le constat du déroulement de cette dernière journée d'épreuves. Quand quelques élèves trouvés sur place ont exprimé leur satisfaction. Reportage, Patience Lokeke et Giscard Tamba. Débutant lundi 26 juin dernier, les épreuves ordinaires d'examen d'État édition 2022-2023 se sont clôturées ce jeudi 29 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec la participation de 1 8 253 élèves. À l'instar des autres provinces, les élèves de Kinshasa ont pris part à ces épreuves qui seront sanctionnées par un diplôme d'État. Tout s'est bien passé durant tous les 4 jours. Le premier jour, on avait la culture générale qui s'est très bien passée. Le deuxième jour, on avait les cours d'options qui s'est aussi bien déroulé. Troisième jour, cours des sciences. Et le dernier jour, aujourd'hui, on avait les cours des langues, le français et l'anglais. Tout s'est bien passé. Je remercie mon Dieu pour cette très bonne application et pour cette faveur qu'il m'a accordée. Ce sont déjà des matières vie à l'école. Ça s'est très bien passé pendant le premier jour et le 4e jour. Je suis sûr et certain qu'on va réussir. Je suis sûr et certain. Au début, c'était difficile. J'ai paniqué quand je suis arrivée à la salle. Mais quand j'ai prié Dieu, les réponses sont venues. J'ai très bien fait mon examen. J'espère avoir même 70, 60. Y a-t-il un lien entre le banditisme urbain et le phénomène enfant de la rue? Pour certains Kinois, les bandits des grands chemins d'aujourd'hui sont des enfants délaissés hier. Les Kinois interrogés par Géopolis Télévision voient dans la multiplication du nombre des enfants de la rue le risque d'une insécurité urbaine accrue dans les grandes villes de la RDC. Rosie Chioyo et Michel Kimbuta. Selon les chiffres de l'UNICEF, Kinshasa compte entre 30 000 et 40 000 enfants de rue. Les phénomènes est en croissance et du fait de la pauvreté. Ces enfants sans espoir, sans aucune autre alternative, s'adonnent souvent à la mendicité. Avec les années, les phénomènes toujours croissants risquent de donner naissance à une réalité plus violente à Kinshasa et ailleurs. C'est du moins la crainte de certains Kinois interrogés par Géopolis Télévision. Ce phénomène ne peut produire que du négatif parce que l'être humain, s'il n'est pas éduqué, s'il n'est pas passé par les bancs de l'école, n'est pas gérable, à moins d'un miracle, mais il n'est pas gérable. Le phénomène enfant des rues a commencé depuis très longtemps, depuis les années déjà
70, on les appelait les Ngembo à l'époque, et puis les Chege. Aujourd'hui, nous avons même des Kuluna. Les Kuluna, c'est vraiment une forme qui a muté. Ça ne va apporter que des malheurs à la société. Dans quelques années, nous aurons un contingent, parce que là, si on doit les dénombrer, ils ne sont pas moins de 50 000 dans la ville de Kinshasa. Et ces gens-là sont en train de mettre au monde, ils sont beaucoup plus solides, se multiplient facilement, même mettre au monde facilement. Ils sont en train de mettre, donc nous aurons des centaines de milliers de Congolais qu'on ne saura pas gérer, qui vont devenir plus tard un problème pour l'État, pour la société. C'est un problème qui est déjà très très grave, mais bon, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Sans encadrement, les enfants délaissés dans la rue constituent une bombe à retardement. Le phénomène enfant de la rue n'est pas un phénomène à éloger, ni à héberger, ni à applaudir. C'est vraiment un phénomène à condamner. Au-delà de la condamnation, on doit les encadrer. Sinon, demain, on aura vraiment une société purement nuisible et toxique. Le phénomène enfant de la rue, c'est vraiment une bombe à retardement pour la société congolaise. Vous avez des preuves. Aujourd'hui, le phénomène Kuluna s'est accentué. Plusieurs enfants de la rue ont rejoint les camps. Donc, en tout cas, le phénomène enfant de la rue, c'est vraiment un explosif qui doit bientôt encore exploser si on n'y prend pas garde. Bien qu'en pleine expansion, les phénomènes seraient encore gérables. À Kinshasa et ailleurs, ils sont nombreux ceux qui s'en remettent au pouvoir public pour étouffer les dangers sociaux que représente la montée du phénomène enfant de la rue. Les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un engagement du gouvernement congolais qui tient à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État à voir ces grands événements de la jeunesse sportive et culturelle francophone se tenir au pays. Cette confirmation a été réitérée ce mercredi lors d'une conférence de presse co-animée par le directeur général des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Foura. Suivez. La République démocratique du Congo est plus que sereine. Les 9e Jeux de la francophonie auront bel et bien lieu dans la ville de Kinshasa, a indiqué le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, devant une quarantaine de journalistes. Et pour cela, tout est mis en mouvement, les infrastructures se livrent déjà. Le message que j'ai à lancer à la communauté tant nationale qu'internationale, membre de la francophonie, c'est que la RDC est prête à accueillir les athlètes ici à Kinshasa. À 30 jours, nous avons toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir les athlètes ici à Kinshasa. La preuve, c'est que nous sommes venus faire cette conférence de presse ici, dans une salle qui est complètement finie. Et vous avez entendu par vous-même l'entrepreneur qui a construit ces infrastructures vous informer que ce vendredi, il va nous remettre les clés. Le jeu de la francophonie, c'est aussi la culture au-delà du sport. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu-Foura, a indiqué que les artistes sont en train de se préparer. Rien ne va arrêter la détermination du gouvernement, non seulement d'organiser les jeux, mais aussi de rafler les médailles. Et aujourd'hui, à 30 jours, nous sommes venus ici pour dire à vous, les gens des médias, de communiquer au pays, de communiquer au monde que les jeux vont bel et bien avoir lieu et que les athlètes sont en train d'être préparés. Peu importe les difficultés et les mauvaises langues, nous sommes très confiants et nous y croyons parce que nous sommes déjà déterminés et engagés. Les moyens sont mis en jeu et les techniciens, les encadreurs sont au travail, sont en train d'accompagner et de renforcer la qualité des jeux, des prestations des athlètes qui vont devoir représenter le pays. Le Comité national des Jeux de la francophonie a profité de l'occasion pour assurer l'opinion nationale et les États membres de l'Organisation internationale de la francophonie que rien n'est laissé au hasard. Les dispositions sanitaires sont prises pour la santé de leurs délégations, mais aussi la situation sécuritaire est sous contrôle. 4500 policiers seront déployés et seront formés à la sécurisation des masses dans de tels événements. Une entreprise privée de sécurité est aussi mise à contribution. On va parler sport dans ce journal. Les Léopards basketball de la République démocratique du Congo ont débuté avec les séances d'entraînement au cercle Elaïs à Kinshasa afin de préparer la deuxième édition de la Afro-CAN 2023 qui se jouera du 8 au 16 juillet prochain
à Luanda, en Angola. Pour ce faire, le ministre des Sports, Claude François Kabulo Mwana Kabulo, est venu leur rendre visite ce mercredi 28 juin afin de leur motiver davantage et leur rassurer de son implication personnelle pour que les Léopards défendent mieux leur titre acquis il y a 4 ans lors de la première édition. Suivez. La deuxième édition de la FOCAN approche à pas des géants. Les Léopards Basket, vainqueurs de la première édition, affûtent les armes depuis quelques jours au cercle Elaïs de Kinshasa pour rééditer l'exploit d'il y a 4 ans au Mali. En pleine séance d'entraînement de ce mercredi, les poulains de Pierrot Ilunga ont été surpris par un supporter spécial, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Après un entretien exclusif avec les membres de la FEBACO présents, le ministre des Sports et Loisirs a motivé les athlètes à avoir plus de détermination. Aujourd'hui, nous vous remercions de votre présence pour 2023 afin d'aller à Luanda, car nous avons un titre à défendre. Votre présence déjà est un premier soutien. Le patron des sports a tenu à rappeler au Léopard Basketball que la construction de l'aréna est la conséquence de leur sacre à Bamako en 2019. Réalisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui accorde un intérêt soutenu pour les pratiquants de la balle au panier. Je peux rassurer au président qu'il n'y a pas de problème. Les billets, on les fait tout de suite. Vous me donnez simplement la liste et la destination, les jours de départ, pour éviter de rater. Comme vous m'avez dit, il y a 2 vols par semaine. Je vais voir avec l'agence dès maintenant. Comme ça, déjà, les billets, vous les avez en poche. Parce que moi, je n'aime pas les improvisations. Voilà. D'autres formalités, nous allons discuter avec le secrétaire général pour réajuster. Et comme le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il fera l'aréna, c'était un rêve. Maintenant, c'est la réalité. Très ému par cette visite, Pierrot Ilunga, sélectionneur, et Roli Foula, un des rescapés de l'épopée 2019, ont noté l'importance de cette visite du ministre et son impact sur l'état d'esprit général du groupe. Et on est bien portant, malgré que bien avant la présence de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, on était un peu triste, mais je pense qu'à partir de demain, il y aura une autre motivation avec les athlètes et puis il y aura une autre façon, un autre profil vis-à-vis des athlètes. La visite du ministre est très importante pour nous. Ça nous réconforte, premièrement. Ça me donne encore beaucoup de motivation parce que la fois dernière, en 2019, on n'a pas eu à avoir ces genre de visites. Et aujourd'hui, en 2023, on a la visite du ministre et on sent qu'il s'implique dans la chose. Et on est super content pour ça. Le moral des champions est grâce à cette visite plus que requinqué. L'objectif demeurant ainsi la conservation du trophée au prochain rendez-vous prévu à Luanda du 8 au 16 juillet 2023. Vous suivez la grande édition de Journal sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Maintenant, place à la page internationale. C'était la ruée vers les moutons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors que les musulmans de la planète célèbrent la fête de la Tabaski ce mercredi. Cette année, dans ce pays, l'animal vedette de Aïd al-Adha vaut de l'or. Son prix est passé du simple au double. Il n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. À la base de cette hausse, la situation au Mali et au Burkina Faso, principalement source d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. On nous a dit que comme il y a problème au Mali et puis au Burkina là, c'est ce qui fait que les moutons reviennent très chers. Donc vraiment, c'est pas facile. L'année passée même, c'était un peu mieux que cette année. La pilule est donc amère pour les musulmans qui représentent 42% de la population ivoirienne. Mais les commerçants disent ne pas jouer à la spéculation et mettent en avant la hausse du prix d'achat. On s'en va au Mali, Burkina, Niger pour aller acheter. On paie là-bas cher, on envoie ça ici. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ravitailler ici. Soit au Sahel, Mali, Burkina, la Guinée, pour payer pour le mouton qu'on envoie. À 150 000, à 160 000, à 200 000, même un mouton de 800 000. Jusqu'à 1 000. La hausse du prix des moutons est enregistrée dans plusieurs autres pays africains. Au Sénégal, par exemple, le prix moyen de l'animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans.
C'était la ruée vers les moutons à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alors que les musulmans de la planète célèbrent la fête de la Tabaski à partir de ce mercredi. Cette année, dans ce pays, l'animal vedette de l'Aïd al-Adha vaut de l'or. Son prix est passé du simple au double en effet et n'est donc plus à la portée de toutes les bourses. Je ne comprends pas. On nous a dit que comme il y a problème au Mali et puis au Burkina là, et c'est ce qui fait que les moutons reviennent très chers. Donc vraiment, c'est pas facile. L'année passée même, c'était un peu mieux que cette année. La pilule est donc amère pour les musulmans qui représentent 42% de la population ivoirienne. Mais les commerçants disent ne pas jouer à la spéculation et mettent en avant la hausse du prix d'achat. Ensuite, le refus de l'Afrique du Sud de renouveler les permis temporaires de près de 180 000 Zimbabwe. Le pays est illégal et inconstitutionnel, a estimé mercredi un tribunal, première puissance industrielle du continent et pôle d'attraction pour les migrants économiques. L'Afrique du Sud, en lutte avec un chômage endémique, 32,9%, a durci ses réglementations en matière d'immigration ces dernières années. Edouard Funda. La décision de mettre fin au permis d'exemption du Zimbabwe est illégale, inconstitutionnelle et invalide, a déclaré la Haute Cour de Pretoria dans une décision dont l'AFP a eu copie. Le tribunal a prononcé les permis valides pour les 12 prochains mois. Le ministère de l'Intérieur sud-africain a indiqué dans un communiqué que les prochaines mesures, y compris une procédure en appel, seront détaillées. De nombreux Zimbabwéens fuyant la crise politique et économique dans leur pays avaient obtenu en 2009 un permis des autorités sud-africaines d'une durée de 4 ans. Ces permis ont été depuis sans cesse renouvelés, mais Pretoria a annoncé en 2021 qu'il n'y aura pas de nouvelle prolongation après décembre 2022, ouvrant la voie à des expulsions massives. La fondation Helen Suzman, qui milite pour la défense des droits humains, a saisi la justice l'an dernier pour faire annuler cette mesure. La décision de justice rendue mercredi est d'une importance considérable pour les Zimbabwéens qui vivaient en Afrique du Sud en toute légalité depuis près de 15 ans, s'est félicité l'organisation locale. Enfin, le département d'État, le département de Trésor, le département du commerce intérieur, le département du travail et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont publié le mardi dernier un avis unique relatif aux risques commerciaux liés à l'Afrique subsaharienne. Cet avis souligne entre autres les opportunités et les risques spécifiques liés au commerce de l'or en Afrique subsaharienne. Dieudonné Bonali. Les départements d'État, les départements du Trésor, les départements du commerce, les départements de la sécurité intérieure, les départements du travail et l'Agence des États-Unis pour le développement international ont publié le mardi 27 juin 2023 un avis unique relatif aux risques commerciaux liés au secteur de l'or en Afrique subsaharienne. Cet avis souligne les opportunités et les risques spécifiques liés au commerce de l'or en Afrique subsaharienne et encourage les acteurs du secteur à adopter et à mettre en œuvre des pratiques renforcées de diligence raisonnable afin de s'assurer que les acteurs malveillants tels que les groupes Wagner ne soient pas en mesure d'exploiter et de tirer profit de ces secteurs qui restent essentiels à la subsistance de millions de personnes sur le continent. Cet avis fournit des conseils intégrés et holistiques aux intervenants du secteur aurifère en Afrique subsaharienne qui produit chaque année environ 25% de l'or mondial. Il encourage également les entreprises américaines à investir de manière responsable dans tous les aspects du secteur: exploitation minière, commerce, raffinage, transformation et vente au détail des produits finis. En particulier, l'avis aborde les contextes multidimensionnels de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, en examinant les possibilités de développement du secteur et les modalités du soutien du gouvernement américain à celle-ci. De nombreux risques sont également directement et indirectement liés au secteur de l'or en Afrique subsaharienne. En l'absence d'une diligence raisonnable et des mesures d'atténuation appropriées, un acteur du secteur peut involontairement contribuer à un ou plusieurs de ces risques, notamment
le financement des conflits et du terrorisme, le blanchiment d'argent, la corruption, le contournement des sanctions, les violations des droits de la personne humaine et des droits du travail et la dégradation de l'environnement. Pour terminer, les États-Unis partagent les mêmes intérêts et objectifs que les producteurs d'or de toute l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne le développement d'un secteur aurifère responsable et durable sans acteurs prédateurs et malveillants. Le présent avis constitue un outil supplémentaire sur la voie de ces objectifs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, moi je vous en rappelle les différents titres. Tendons vers une décrispation du climat politique avant les élections de 2023. Impossible d'aller vers les affirmations. En revanche, le leadership de la CENI a convoqué une rencontre spéciale avec 5 leaders de l'opposition ce vendredi au fleuve Congo Hôtel. Et puis Godin Pouy va continuer à présider l'Assemblée provinciale de Kinshasa alors qu'une motion pèse contre lui. La session s'est clôturée ce jeudi et le traitement de cette motion va requérir une session extraordinaire et le retour du numéro 1 de cet organe délibérant. Et à l'international, la situation sécuritaire au Mali et au Burkina Faso est la principale cause de la hausse du prix de mouton en Côte d'Ivoire, ce qui a mis à mal la fête des musulmans de Tabaski dans le pays de Fort-Boni. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.